Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Vous le savez, sur Synapse, nous cherchons à ausculter les marchés financiers pour tenter de nous y repérer. Et notre invité du jour, qui n'est autre que Régis Yankovici, président de Luxavie et gestionnaire de portefeuille, nous dit que certains indicateurs qui étaient au vert commencent à se dégrader. On va en discuter avec lui bien évidemment, mais avant, rappel rituel. Pour nous soutenir, car nous sommes une chaîne indépendante, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Régis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va s'intéresser aux indicateurs que vous avez réunis. Ce sont des indicateurs macroéconomiques ou pas? Alors, essentiellement non, parce qu'on a tout à fait conscience que la dynamique d'une économie peut être très différente de la dynamique des marchés financiers, et ce sont les marchés financiers qui font gagner de l'argent à nos clients. Donc on va s'intéresser à la réaction à l'économie des acteurs, des investisseurs, et de voir comment ça se traduit à travers un certain nombre d'indicateurs. Bon, donc la nuance est d'importance. La macroéconomie ne fait pas tout, donc c'est pas parce qu'il y a de la croissance que le marché va bien se comporter. Ça, certains investisseurs l'oublient. Et inversement, c'est pas parce que la macroéconomie est épouvantable que les marchés ne vont pas performer. En général, c'est même plutôt l'inverse. En général. Bon, revenons-en à vos indicateurs. Donc là, vous nous avez réuni une batterie de 5 indicateurs, je crois. On en a certains qui sont tout de même positifs de votre point de vue. Exactement. Dans l'ensemble, déjà, si on peut un peu déflorer le sujet de manière générale, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont positifs, des indicateurs qui sont négatifs, c'est assez naturel, mais on assiste à une détérioration des indicateurs positifs et les indicateurs négatifs, eux, ne s'améliorent pas, globalement. Mais là, ce qu'on a préparé, donc, parmi ces 5 indicateurs, les 2 premiers ne sont pas inquiétants, ou du moins pas encore. Et on verra 3 qui sont plutôt qui appellent à une certaine vigilance. Alors commençons par le positif, voilà, si vous le voulez bien. Donc le premier, là on parle vraiment de marché financier, il n'y a pas du tout de macroéconomie, on parle du pourcentage de valeurs qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Et on a au-dessus le S&P 500 et on s'aperçoit d'une chose, c'est lorsque ce ratio est supérieur à 80 à 90% et qu'il commence à se retourner, c'est-à-dire que la baisse devient de plus en plus étroite, c'est un indicateur de fin de hausse des marchés. Or, actuellement, nous ne sommes pas encore là. Oui, on est sur des niveaux élevés puisqu'on est en train de toucher la zone qui commence à être rouge de 80%. Oui, on tangente les 80%. Là. Voilà, c'est ça, exactement. Mais on n'a pas eu encore une forme de plat et encore moins de retournement. Donc, on est dans une phase où la hausse s'élargit plutôt qu'elle ne se rétrécit. Et on voit, ça a fonctionné assez bien par le passé, qu'on a d'abord cette forme de plateau, une dégradation, donc un caractère plus étroit de la hausse, avant que les marchés ne baissent. Bon, ça c'est un indicateur technique très intéressant, en effet. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, Régis, c'est que oui, on est en train de constituer finalement peut-être un sommet haussier, mais on est, d'après cet indicateur, on n'a pas encore vu le bout de la hausse. C'est ça, on n'a pas encore matérialisé le fait que quasiment toutes les valeurs soient au-dessus de leur moyenne mobile, mais surtout qu'il y en ait de moins en moins au-dessus de cette moyenne. Là, il y en a toujours de plus en plus au-dessus de la moyenne. Il faut d'abord qu'il y ait le pic, et puis ensuite qu'on sente la détérioration. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y ait cet affaissement et qu'on en ait de nouveau de moins en moins. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la fin de la hausse. Là, on passe au rouge sur cet indicateur. Bon, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est un indicateur positif qui est plutôt réconfortant. Second indicateur maintenant. Lui aussi réconfortant. Là, on va comparer toujours notre S&P 500, qui est un peu le baromètre des marchés mondiaux, au VIX. Le VIX, je le rappelle, c'est la volatilité implicite du S&P 500 à un mois, qu'on appelle généralement l'indice de la peur. L'indice de la peur, parce que quand les marchés baissent, il progresse, ce VIX, et quand les marchés montent, il régresse et il est relativement bas. Alors c'est un indice qui est tout de même assez difficile à faire parler, surtout quand on cherche des points de vente des marchés, parce qu'il n'y a pas de niveau à partir duquel il faudrait vendre. En revanche, ce qu'on constate sur ce graphique, c'est qu'historiquement, les fins de hausse se font non pas avec une volatilité baissière, mais avec une volatilité haussière. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui commencent
à chercher de la protection, et en cherchant de la protection, font remonter la volatilité. Ils achètent des puts, grosso modo. Ils achètent des puts, exactement. Donc ils vendent le marché, enfin ils vendent leur position avec, ils se couvrent avec des instruments. Sur les options. Voilà. Voilà. Ils jouent des baisses. Puisque dans le prix des options, on a cette composante de volatilité. Et on voit que ça c'est évidemment, on va pas chercher des corrections de court terme, mais les corrections historiques majeures ont été faites dans une volatilité haussière et supérieure à 20. Donc là encore, c'est une question de dynamique et de niveau. Or, aujourd'hui, on voit que la volatilité dont j'ai indiqué une moyenne mobile. Oui, là c'est la moyenne mobile du VIX. Hein. C'est ça. Sur 12 mois. Parce qu'effectivement, si on met directement la moyenne mobile, on a l'impression que c'est un stéthoscope qui n'a pas de sens. Donc on le filtre pour lui donner du sens. Enfin, si on met directement l'indice, vous voulez dire. C'est ça, oui, pardon. Donc vous avez mis la moyenne mobile du VIX. Donc là, reprenez ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que le VIX est quand même, à des niveaux bas et n'a pas entamé, ou vraiment de manière extrêmement mineure, une tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc ce sont deux éléments rassurants. Bon, alors je retiens tout de même l'information importante, c'est ce que vous nous disiez, c'est que en fait, l'accélération haussière du VIX, de la volatilité, marque la fin de la hausse. C'est pas le début de la baisse. Exactement. Vous avez très bien résumé les choses. Les fins de hausse se font dans une volatilité haussière. Voilà. Et puis après, quand on dépasse les 20-25, alors là, on est plutôt dans... Là, l'indicateur passe au rouge. Est-ce qu'il faut prendre une décision sur un indicateur? Nous ne le faisons pas. Mais lorsqu'on voit cette dynamique d'indicateur devenir rouge, oui, effectivement, ça incite à la protection. Bon, là, en tout cas, c'est plutôt calme plat et ça serait plutôt encourageant, encore une fois. Absolument. Ce qui est important de signaler, c'est que ces deux indicateurs, donc qui sont rassurants, c'est des indicateurs qu'on peut appeler de haute fréquence, puisqu'on les a à chaque instant, et donc peuvent se retourner assez rapidement. Alors, on a une moyenne mobile, donc ça ne va pas se retourner du jour au lendemain, mais que sur quelques semaines, ça peut devenir plus délicat. Bon, en tout cas, là, on n'y est pas. On n'y est pas, exactement. A priori. Avant de continuer l'interview, je vous rappelle que Synapse est en live 2 fois par mois pour vous présenter des opportunités d'investissement définies par les experts d'Alpha Value, ainsi que des analyses exclusives pour vous aider à dynamiser votre portefeuille et à rester agile sur les marchés. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description. Ce ne sont pas les seuls indicateurs que vous surveillez, Régis, et que d'autres, vous nous l'avez dit, sont en train de tourner à l'orange ou au rouge. Absolument. Et je regardais, là on passe sur un indicateur là, de nature macroéconomique, mais qu'on fait parler un peu différemment que peut le faire un économiste en général. C'est de dire que la performance des marchés boursiers est bien meilleur quand le chômage est élevé que lorsque le chômage est bas. Je peux vous assurer, je n'ai pas fait la statistique, mais vous dimétriez votre main à couper. C'est une évidence à regarder ce graphique-là, que si vous achetez le marché quand le chômage américain est en dessous de 4%, vous faites une bien moins bonne performance que si vous achetez le marché quand le chômage est supérieur à 6 ou 7%. C'est une évidence. Donc aujourd'hui n'est pas une bonne période pour investir durablement sur les indices boursiers parce que non seulement le chômage est bas, mais il est en train de remonter. Et on voit historiquement que lorsqu'il remonte, il ne s'arrête pas tout de suite. Hein, il gagne de nombreux points de hausse tout simplement parce qu'on a un cycle économique qui a une certaine durée. Et vous pensez que le cycle américain va se dégrader? Absolument. Alors on a un certain nombre d'indicateurs. Je regardais avant de venir le travail temporaire qui se dégrade depuis de nombreux mois parce que les sociétés, tout simplement, avant de licencier, elles réduisent le travail temporaire. Donc ça, pour vous, c'est un indicateur avancé de dégradation du marché du travail. Absolument. Le fait que le marché de l'emploi soit pour le moment plutôt dans une bonne configuration, puisque le taux de chômage est très bas, n'est pas une période favorable à l'investissement en actions. Exactement. Hein, donc il vaut mieux attendre. Et là, le début d'inflexion qu'on commence à avoir en bout de courbe, avec une remontée, alors très minime, hein, encore une fois, tout le monde serait heureux, beaucoup de pays seraient heureux d'avoir un chômage à un tel niveau, mais ça c'est un indicateur de prudence en tout cas. Là on passe à l'orange, on peut dire comme ça? On passe à orange, alors en insistant sur le fait que c'est un indicateur dont on a les chiffres
une fois par mois, donc avec une inertie extrêmement lente, mais fondamentalement, cet indicateur est défavorable. Bon, ok. Indicateur suivant maintenant. Alors c'est un indicateur là de marché, hein, on ne parle plus de macroéconomie, et on va chercher un peu, on va essayer de comprendre le comportement des deux grands marchés que sont le marché action américain et les marchés obligataires américains. Donc on va comparer les deux en indiquant le S&P 500, puis le ratio, le rapport entre le S&P 500 et les obligations de long terme à travers un ETF qui s'appelle le TLT, qui sont les obligations américaines à plus de 20 ans. Alors, que nous dit ce graphique-là? Il dit plusieurs choses. La première chose, c'est que ce ratio, dans la durée, on a quand même une durée assez longue de plus de 20 ans, il progresse. Ça veut dire que les actions surperforment les obligations. Voilà, c'est pas étonnant d'avoir cette conclusion-là. Ensuite, que ce ratio est en train d'atteindre des extrêmes, il est sorti de sa zone de régression linéaire, puisqu'il est sorti même de la zone rouge, et il est au-dessus. Alors, pour essayer de matérialiser le caractère tendu ou suracheté de ce ratio, on a mis en dessous un indicateur qui s'appelle le RSI, Relative Strength Index. On considère, quand je dis on, c'est pas nous, c'est la communauté financière, au-dessus de 70, c'est suracheté, en dessous de 30, c'est survendu. Voilà, c'est un indicateur de surachat ou de survente. Tout simplement. Soit d'un indice, soit d'une action, enfin de n'importe quel en fait vecteur d'investissement. Hein. Exactement. Et donc, on essaye de faire parler ces deux éléments-là. C'est donc est-ce que ce rapport est dans la zone rouge, voire au-dessus? Le ratio S&P 500 TLT. Exactement. Et si en même temps, il est suracheté, donc le RSI au-dessus de 70. Voilà. Donc ces deux composantes-là. Et j'ai indiqué d'une flèche rouge vers le bas le moment où ces deux conditions étaient réunies. Donc à chaque fois qu'on a une petite flèche rouge au niveau de la courbe du S&P 500, c'est quand les deux conditions sont réunies. Exactement, sont réunies, et on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas été de mauvais moments pour prendre quelques bénéfices. D'accord, c'est plutôt un signal de prise de bénéfice. C'est plutôt un signal de prudence. Ça ne fonctionne pas, évidemment, on n'a pas trouvé la martingale, hein, mais je trouve intéressant d'indiquer qu'en plus, sur cette période-là, c'est un indicateur qui ne s'est pas allumé si souvent, et que là, depuis un an, il s'est allumé 2 fois. Bon, donc ça milite au moins pour des prises de bénéfices selon vous. Exactement, c'est un facteur de prudence. Et en plus, quand on vient rajouter l'indicateur suivant, qui là est indicateur sur des performances quotidiennes du marché américain, là c'est vraiment le pur analyse chartiste. Il y a une figure qui s'appelle l'avalement baissier. Alors il va falloir que vous nous expliquiez ce que ça signifie et ce que ça implique dans le comportement, en fait, qu'est-ce que ça traduit du comportement des investisseurs? Parce qu'en fait, c'est souvent là que réside l'intérêt du chartisme. C'est un révélateur de la psychologie. Exactement. C'est-à-dire que c'est si on moins n'est pas prédictif capable... que révélateur de la psychologie. Exactement. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire le lien entre une figure et un sens du comportement d'investisseur, alors je trouve que ça a moins d'intérêt. Là, ce qui est intéressant, donc déjà la définition de l'avalement baissier, c'est quand les cours d'un jour, le plus haut est supérieur au plus haut de la veille, que le plus bas est inférieur au plus bas de la veille et que la clôture est en baisse. Voilà, donc ça c'est une définition. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été dans une journée de bourse qui à un moment de la journée a été haussière et qu'il y a des investisseurs qui ont réussi à retourner la tendance au cours de la journée. Ça veut dire forcément qu'ils ont une autre lecture des marchés financiers que le consensus, qu'ils sont baissiers. Qu'ils ont du poids. Et qui ont un poids. Alors, est-ce qu'ils sont seuls ou alors un groupe d'investisseurs, on ne sait pas, mais qui a un poids suffisamment puissant pour retourner un S&P 500 qui est le marché action le plus liquide au monde. Donc je trouve que c'est intéressant de faire parler cet indicateur-là. Et là, pour le coup, donc on a été au-delà, parce qu'on a cherché à savoir si vraiment c'est un indicateur qui a fonctionné dans le passé. Donc on a pris une période de 5 ans et on a regardé combien d'avalements baissiers, puisque si je ne l'ai pas dit, je le précise, c'est une figure de retournement baissier. Donc ça doit intervenir après une période haussière et ça doit anticiper une baisse.
Donc, quelques chiffres très, très précis. Sur 50 marchés, on a 1346 séances de bourse. Sur ces 1346, on a eu 51 avalements baissiers. Donc 51 par rapport aux 1346, ça fait 3,8%. C'est précis. Donc déjà, c'est pas souvent qu'on a cet indicateur. Effectivement. J'ai voulu affiner un peu, en précisant, que ça devait être après une tendance haussière, parce qu'il peut y avoir des avalements qui sont au sein de tendances baissières, donc ça a moins d'intérêt. Et puis, m'assurer que l'amplitude de l'avalement était importante. C'est-à-dire qu'un avalement de très faible amplitude, quand par exemple on est au cœur de l'été et qu'il n'y a aucun investisseur sur les marchés, ça a moins d'intérêt que lorsque l'avalement est important. Et on voit sur le graphique que l'avalement récent, alors il y en a eu deux, mais le très récent d'il y a quelques jours, est vraiment important en termes d'amplitude. Hein. Et donc, une fois qu'on a fait le ménage... Alors, quand vous parlez d'amplitude, c'est l'écart entre le point plus haut et moins... le plus bas. Exactement. Lorsqu'on a fait le ménage dans ces statistiques, finalement, on passe de 51 avalements baissiers à 16. On réduit donc 1,2% du temps. Donc, des avalements avec suffisamment d'amplitude et dans une tendance haussière. Exactement. Et alors, finalement, est-ce que ça marche ou pas ? Ça marche 12 fois sur... Enfin, 12 fois, non, 11 fois. 11 fois sur 16. Et ça ne marche pas 4 fois. Alors, 11 plus 4, ça fait 15. Je ne tiens pas compte de l'avalement actuel, puisqu'on ne sait pas ce que seront les marchés demain. Mais quand même, ça veut dire que 75% du temps, ça se traduit par une correction. Exactement. Donc 75%, ça donne une certaine qualité à l'indicateur qu'il faut écouter. Et alors, quel a été le niveau de baisse ? Le niveau de baisse, c'est 12%. Niveau de baisse moyen. Moyen. Parce que là, on a des amplitudes qui peuvent être assez phénoménales. Hein. Exactement. Mais autant il y a des signaux qui sont, on a dit 25% de signaux inadaptés, mais la quasi-totalité des grands marchés baissiers ont été anticipés par un retournement de ce type. Donc c'est intéressant de les écouter. Voilà. Et en général, le délai de la baisse entre le signal et la baisse est extrêmement court, parfois même dès le lendemain, ou en moyenne une semaine. Bon, donc c'est un signal à prendre en considération, mais ce qui est peut-être davantage à prendre en compte, plutôt que de partir dans une temporalité de déclenchement du mouvement baissier, c'est le fait que là, on ait eu, alors que ce sont des figures assez rares, vous le dites, d'un point de vue technique, qu'on ait eu finalement, dans un intervalle très bref, 2 avalements baissiers assez significatifs. Exactement, c'est extrêmement rare, et je crois qu'il ne faut pas négliger ce signal-là, qui pourrait être aussi consolidé par un avalement baissier hebdomadaire ou mensuel. Donc le même raisonnement, mais sur une temporalité hebdomadaire ou mensuelle. Ça, on ne l'a pas encore, et ça serait vraiment un message très négatif pour la suite des marchés actions. Bon, alors on a 2 indicateurs qui restent positifs, qui sont au vert. On en a 3 qui sont tout de même orange-rouge, hein, oui. On peut le dire. En matière de stratégie et de tactique, même dans la gestion de son portefeuille, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que c'est pour vous le moment de prendre des bénéfices tout de même ? C'est ça le signal ou pas ? La façon dont nous l'interprétons chez Luxavie, c'est qu'effectivement, il faut faire 2 choses. La première, c'est réduire le niveau de risque des portefeuilles, très concrètement, et c'est ce qu'on fait depuis quelques jours. C'est vraiment très récent. La deuxième chose à faire, et ça on le fait depuis bien plus longtemps que ça, c'est d'augmenter la diversification. On cherche toujours de la décorrélation. Tous les investisseurs cherchent de la décorrélation, sauf que acheter des choses qui ne fonctionnent pas juste pour le plaisir de décorréler, ce n'est pas satisfaisant. Mais là, je crois que, par exemple, s'exposer de manière un peu maligne à l'économie chinoise, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller en Chine pour s'exposer à son économie. Vous achetez des small caps allemandes qui, quand on regarde le graphique de très 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 long terme, c'est un parcours juste prodigieux. Sauf que depuis 2 ans, ça baisse. C'est la cata. Ouais, c'est vraiment la catastrophe. Moi, j'ai une chance formidable, c'est que, je gère des clients privés, des investisseurs privés qui ont du temps devant eux et qui ont une confiance
formidables et vraiment, je peux les remercier. Et donc, ils ont le temps. Et je crois que que le moment est particulièrement bien choisi pour aller sur des choses un peu contrariantes qui sont délaissées par les investisseurs. Prise de bénéfices, diversification. Exactement. C'est le message clé de cette interview. Régis, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt. Si vous nous suivez, c'est que comme nous, vous accordez de l'importance à la gestion de votre épargne et de votre patrimoine. La philosophie de Synapse est simple, comprendre pour agir. Cela se traduit par vous donner les moyens et les outils pour comprendre les grandes tendances que dessine la macroéconomie et ce que cela va impliquer en termes de performance sur les marchés. Notre catalogue de vidéos ne cesse de grandir et nous avons à cœur de vous proposer toujours plus de contenu pour que vous soyez agile dans vos investissements. Dans nos interviews, nous vous restituons la vision des experts conviés sur notre plateau, mais lors des lives ou dans nos contenus exclusifs, nous poussons le curseur un cran plus loin pour répondre au mieux à la problématique de tout investisseur. Faut-il acheter ou vendre et à quel moment le faire? Nous avons bâti avec les experts d'AlphaValue une sélection de 20 valeurs à détenir en portefeuille pour répondre à cette attente. Une fois par mois, lors d'un live d'1h30, cette sélection est commentée et analysée et nous vous proposons un focus sur l'un de ces titres. Cette liste est consultable à tout moment et nous vous notifions des évolutions qui pourraient survenir en dehors des lives par mail. Mais ce n'est pas tout. Synapse Live Plus est aussi un second live d'1h30 aussi, dédié à une liste de surveillance de plus de 400 valeurs européennes qu'il est bon de garder dans le viseur. Ce live est une occasion rêvée pour tout investisseur de connaître le sentiment de marché et les recommandations d'achat ou de vente des experts conviés pendant ce direct sur cet ensemble de valeurs. En vous abonnant maintenant, vous profiterez également des replays des précédents lives, mais aussi d'analyses exclusives sur des secteurs ou des valeurs. Pour obtenir la liste de 20 valeurs à détenir en portefeuille selon les experts d'AlphaValue et des analyses exclusives, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sur le lien en description sous la vidéo.